Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, qui est F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Magnussen n'a pas été verni à Interlagos. Bon, il s'est fait percuter par Ricciardo, ça on l'a vu. Mais c'est après qui est scandaleux, quoi. Apparemment, il a été contraint de rentrer au stand en passant par les tribunes. Mais pardon. Si la voiture médicale de la FIA ramenait le pilote McLaren dans le paddock suite au double abandon, elle ne le faisait pas pour Magnussen. Et pourquoi en fait? Ils pouvaient pas monter tous les deux dans la voiture, non? Qui devait ainsi attendre que la course se termine avant de rentrer à son garage, par ses propres moyens. Le Danois n'avait ainsi d'autre choix que de traverser les zones normalement réservées aux spectateurs du Grand Prix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son expérience n'a pas été agréable. Mais c'est pas normal, je suis désolé. Enfin, pourquoi ils l'ont laissé comme ça en plan et que Ricciardo ils l'ont ramené? Non mais c'est honteux. Ils sont débiles ou quoi? C'était fou, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était la chose la plus dangereuse que je faisais de tout le week-end, pilotage compris. Pour une raison que j'ignore, on me ramenait pas jusqu'à la voie des stands. Daniel me sortait de la course et sautait dans la voiture de la FIA, tandis qu'on me laissait seul sur le bord de la piste. Mais bon, je pouvais survivre à ça. J'ai essayé ensuite de m'adresser au commissaire, mais aucun d'entre eux évidemment ne parlait anglais. J'attendais donc qu'on vienne me chercher après la course, alors que les commissaires commençaient à partir. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Magnussen décida finalement de rentrer dans le paddock par ses propres moyens en marchant. Mais alors qu'il cherchait sa route, il se retrouvait bloqué face à une clôture. Heureusement, des commissaires finissent par lui prêter main forte. J'aurais bien aimé une caméra qui le suive là, parce que ça avait l'air d'être un chemin de croix. Hein. Je me retrouvais face à une clôture et je ne voyais pas comment la contourner. J'aurais bien sûr pu faire tout le tour de la piste en passant par la ligne d'arrivée. Mais il y avait tous les fans. C'est à ce moment-là que les commissaires comprenaient que j'étais en difficulté. Ils faisaient un trou dans la clôture et me la soulevaient pour me faire passer. C'était un peu sommaire. Les commissaires se sont bien occupés de moi au milieu des fans, mais j'imagine que ça aurait pu mal se terminer. Je suis heureux de ne pas avoir été Lewis Hamilton à Zandvoort. Ça aurait été délicat. Allez, le petit tacle envers les fans de Max, là. Ça c'est fait, on appréciera. Merci Kevin pour ça. Le pilote danois recevait ensuite les excuses de la part des organisateurs de course. Ils se sont excusés, mais c'était une situation très étrange. À quel point était-ce difficile simplement de venir me chercher? C'était surréaliste, j'espère que ça se reproduira pas. Bon, après il reparle, voilà, la fierté, la pole, etc. Bref, non, c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est une honte. Comment ça a pu se produire, quoi? Qu'on l'oublie, quoi. Il pouvait pas juste monter la medical car, c'est une berline, en général. Il y a de la place, quoi, à l'arrière. Enfin, même c'est même un SUV, d'ailleurs, je crois. Donc on va pas me dire que Ricciardo, il prenait toute la place. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Bah dis donc, il revient de loin, hein. Je vous laisse commenter cette histoire rocambolesque. Ciao. Alors, Toto Wolff, Mercedes n'a rien à perdre pour déloger Ferrari de la deuxième place. L'écart de points avec Ferrari est le plus petit de toute l'année. Alors, question que je me pose, ça suffirait pas de faire un doublé. Ça ferait combien? Attendez, on va calculer. Donc 26, alors 26, donc 25 plus le meilleur tour, 26 donc. Ensuite 18, ça fait 44 points. 15 plus 12, 27. Bah non, ça suffira pas. Il faut qu'une Ferrari, faut que soit Mercedes fasse un doublé, que Ferrari soit 4 et 5 par exemple. Ou alors, je sais pas, qu'ils abandonnent littéralement, quoi. Donc, Toto Wolff, Mercedes n'a rien à perdre à tenter de prendre la deuxième place à Ferrari. Même si l'écart de 19 points n'est pas négligeable, surtout si Red Bull revient à son niveau habituel. Par contre, si c'est Mercedes 1 et 2, Red Bull 3 et 4, et Ferrari 5 et 6, c'est bon, c'est gagné. Faire un double au Brésil a été un résultat incroyable pour l'équipe, mais il a été rendu encore plus spécial par les défis auxquels nous avons été confrontés cette saison et la façon dont nous les avons surmontés. Obtenir notre première victoire de la saison est le résultat de tant de travail acharné, de dévouement, de détermination de la part de toutes les personnes impliquées. Notre équipe n'a jamais cessé de croire et n'a jamais cessé de pousser. Je ne pourrais pas être plus fier d'elle et ça montre à quel point nos valeurs sont fortes. Georges était dessus tout le week-end. Au-dessus, j'imagine qu'il manquait un petit AU là. Sans aucune faute dimanche, il ne pouvait pas être plus digne de sa première victoire en F1. Nous sommes... Alors, sans aucune faute dimanche. Par contre, il y a eu une faute vendredi. Hein. Ça, bon... Ce qui lui a permis de partir 3ème au sprint d'ailleurs. Pas sûr qu'il serait qualifié 3ème, encore une fois à la régulière. Bon, on ne saura jamais. C'est un moment très spécial dans sa carrière en F1 et une course dont nous nous souviendrons pendant longtemps. Lewis a lancé une brillante remontée derrière lui. Son rythme de course était impressionnant et il a effectué des dépassements incroyables pour se défendre dans le peloton et assurer le doublé de l'équipe. Nous ne nous attendons pas à être compétitifs autant à Abu Dhabi en raison des caractéristiques du circuit, mais compte tenu des surprises que nous avons eues cette saison avec la voiture, nous devrons simplement attendre et voir. Nous avons encore une petite chance d'être deuxième au championnat, et l'écart de points avec Ferrari est le plus petit de toute l'année.
On n'a rien à perdre à essayer. Espérons que nous maintiendrons cet élan positif pour terminer l'année en force, évidemment. Eh ben, à voir. Ça me paraît compliqué. Ils vont peut-être finir à 5 ou 6 points de Ferrari au final. Il leur a manqué quelques points. Bon, tant pis. Hein. Ça fera des trucs de soufflerie en plus. Allez, ciao. Hamilton refuse de dire au revoir à Vettel. Il reviendra. Et il be back. La Formule 1 a une façon de vous aspirer. Bon, après, lui, c'est différent parce qu'il a des enfants, quoi. Ce qui n'est pas ton cas, Lewis. Tu n'as aucune attache. Aucune obligation. Enfin, certaines, mais pas paternelle, on va dire. Je pense que nous avons eu de très bonnes batailles, honnêtement. Et je suis assis ici en pensant que la plupart des pilotes reviennent. Regardez, Alonso, Seb va probablement revenir. Nous voyons d'autres pilotes revenir, comme Hülkenberg. Donc, ok, c'est sa dernière course, mais pour moi, il reviendra. La Formule 1 a une façon de vous aspirer, et nous l'avons remarqué chez tant d'autres pilotes. Nous pouvons conclure un accord, plaisante Vettel, en réponse immédiate. Nous en parlerons dehors. Quand tu voudras partir, peut-être que je voudrais revenir dans ton équipe. Oh le salaud. Hamilton lui-même fera son 200e départ en tant que pilote Mercedes ce week-end, devenant ainsi le premier pilote de l'histoire de la F1 à prendre le départ de 200 courses avec la même équipe. Ah bah une petite victoire pour fêter ça, Lewis. Ça serait beau. Pour conjurer le sort d'Abu Dhabi 2021 aussi. Tout serait symbolique là. Ce fut un long voyage incroyable. Je suis incroyablement honoré d'avoir été avec Mercedes si longtemps. Je suis fier d'être l'un des pilotes les plus fidèles à une équipe. Vraiment fier de ça. Ça montre que la loyauté continue d'être au cœur de mon engagement. Et un des nombreux piliers des valeurs que nous avons en tant qu'équipe. Et on a hâte de prolonger ça encore. Voilà, donc pour Hamilton, Vettel va revenir. Bon. Moi, je suis un peu partagé. Je pense que c'est possible qu'il revienne, mais bon, il y a quand même ses enfants à s'occuper. Après, bon, peut-être qu'au bout d'1 ou 2 ans, ça va lui manquer quand même tout ça. Et les enfants vont grandir, ils ont peut-être moins besoin de lui. Mais bon, on verra. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il va revenir Vettel ou pas? Ciao. Alors, acte 3 de la série Red Bull. En PLS, Perez a donc dément s'être craché au calife de Monaco. C'était pas fait exprès, tout le monde fait des erreurs à Monaco. Ouais, c'est bizarre le coup d'accélération qu'il a mis juste avant de prendre le virage quand même. Hein. Vous avez toutes les informations et vous pouvez les voir. J'ai déjà fait me cracher dans le virage 1. Donc tout le monde fait des erreurs à Monaco. Ou en général lors des qualifs. Quant à Sata veut faire à Christian Horner et Marco, Perez les qualifie de rumeurs. Ce ne sont que des spéculations des médias et des gens qui créent des rumeurs. Comme je l'ai dit, nous sommes tous conscients de ce qui se passe au sein de l'équipe. Et nous voulons tout garder au sein de l'équipe. Je cours après les 10e, vous pouvez revoir tout le tour. Je donne tout ce que j'ai. Car c'est la dernière tentative de couture. Bon, on a vu, hein. On a vu que t'as mis un coup d'accélérateur juste avant le virage et que c'est pas normal. Personne ne fait ça à Monaco, Sergio. Donc toi aussi, t'as pas l'air clean, hein, dans tes agissements, là. Les gens font juste des erreurs quand vous êtes vraiment à la poursuite du chrono. Lorsqu'on lui a demandé si les affirmations selon lesquelles il avait triché ou était un tricheur avaient eu un effet, Perez a tenu à les qualifier de non pertinentes. Ok. On dirait une réponse d'IA. Ceci est non pertinent. Je pense que ça fait partie du sport et des spéculations que les gens aiment faire. Pour moi, il s'est passé tellement de courses depuis. C'est totalement hors de propos. Je pense à ce week-end, je m'assure que l'équipe est de bonne humeur, parce que nous avons une saison formidable. Ça a été une sacrée année pour Red Bull. Je ne veux pas que tout ça enlève du plaisir à l'un des gars de mon équipe, et Max et moi-même avons une très forte responsabilité de garder l'équipe unie à l'avenir. Ouais, bon, beaucoup de blabla, hein, évidemment. Un peu pour ne rien dire. Voilà, les 3 actes de Red Bull. Vous en pensez quoi? On s'enfonce un petit peu, non? Allez, ciao ciao. Alors, acte 2. Verstappen attaque les critiques dégoûtantes à la suite des consignes du Brésil. Ne vous en prenez pas à ma famille, parce que c'est inacceptable. Ouh, tremblez. Anti-Max. Tremblez face aux propos de Max. Non, en vrai, s'en prendre aux familles, c'est débile. Il faut s'en prendre à lui, hein, tout simplement, pas aux familles, quoi. Alors, il s'explique sur son attitude du Brésil. Voyons. Ce n'était pas une question de position, peu importe si c'est premier ou deuxième ou 6e ou 7e. C'était à propos de quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la saison. Je l'ai déjà expliqué qu'au Mexique et l'équipe avait compris et accepté. On est allé au Brésil, je pensais que juste nous allions courir et essayer d'obtenir le meilleur résultat. Red Bull aurait dû s'attendre à cela, ne pas laisser Perez se faire dépasser par Verstappen. Nous avons eu un peu de malentendu samedi et dimanche, rien ne m'avait été dit sur un éventuel échange radio ou quoi que ce soit. Ce n'est que dans ce dernier tour que ça a été dit à la radio, et je pense qu'ils auraient déjà dû connaître ma réponse d'après ce que j'ai dit la semaine précédente. Après la course, nous avons eu de bonnes discussions. Nous avons tout mis sur la table et tout a été résolu, donc avec le recul, nous aurions dû avoir cette conversation plus tôt, parce que je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour personne. J'ai toujours été très utile. Tu penses qu'à ta gueule, surtout, en quoi t'as été utile? T'as été utile pour toi, pour marquer des points, mais en quoi t'as été utile pour tes équipiers? C'est toujours tes équipiers qui ont été utiles pour toi, Max. Qu'est-ce que tu racontes, là? Arrête de nous prendre pour des nigauds, enfin. J'ai toujours mis l'équipe en avant, parce qu'en fin de compte, c'est un travail d'équipe. Je pense donc que nous avons appris de cela. C'est que nous devons être un peu plus ouverts, et nous devons communiquer mieux les uns avec les autres. Il a critiqué la réaction suite à l'incident. Après cette course, bien sûr, j'étais très mal vu dans les médias. Mais il n'avait pas non plus ma vision claire.
Me rabaisser immédiatement comme ça, c'est assez ridicule, parce qu'ils ne savent pas comment je travaille au sein de l'équipe et ce que l'équipe apprécie de moi. Mais on s'en fout en fait, on juge les faits là. Les faits, c'est que t'as pas laissé passer ton équipier alors qu'on te l'a demandé. Tu as désobéi. Tout ce que j'ai lu est dégoûtant. Et même plus que ça, ils ont commencé à attaquer ma famille, menacer ma sœur, ma mère, ma petite amie, mon père, et pour moi, ça va beaucoup trop loin. Quand vous n'avez même pas les faits sur ce qui se passait réellement. Ça doit cesser. Si vous avez un problème avec moi, c'est bien. Mais ne vous en prenez pas ma famille. Bon, je suis d'accord avec ça. Nous passons à autre chose, évidemment, j'ai une excellente relation avec Checo, bien sûr, je ne comprends pas quand les gens ont juste une vue d'ensemble, qu'on commence immédiatement à m'attaquer comme ça. J'espère qu'un jour ils comprendront vraiment ce qui se passait, parce que c'est juste un comportement inacceptable. Tellement de monde, aussi dans ce paddock, pour être honnête, ce ne sont pas seulement les fans, mais beaucoup de monde. Ce qu'ils ont écrit sur moi est tout simplement ridicule. Ouais, bon, que du blabla, quoi. Bah dis-le, hein, les vraies raisons, hein. Dis-le alors. Hein, il dit, j'espère qu'un jour vous comprendrez, mais dis-le maintenant. Putain, le mec. Bon allez, je vous laisse commenter. Alerte drama, Red Bull, alerte. Alors, là on part sur 3 vidéos d'affilée, bon je vais les mettre rapprochées pour pas que ça traîne en longueur cette histoire. En tant qu'équipe, nous avons commis quelques erreurs au Brésil. Nous n'avions pas envisagé la situation qui s'est déroulée dans le dernier tour et nous n'avions pas convenu d'une stratégie pour un tel scénario. Malheureusement, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la demande d'abandon de position, sans que toutes les informations nécessaires aient été relayées. Ça a mis Max, qui a toujours été un joueur d'équipe ouvert et juste, dans une situation compromettante avec peu de temps pour réagir, ce qui n'était pas notre intention. Oh l'excuse. Oh l'excuse bidon, mais allô quoi. Après la course, Max a parlé ouvertement et honnêtement, ce qui a permis aux 2 pilotes de résoudre tout problème. Préoccupation en suspens. L'équipe accepte le raisonnement de Max. La conversation était une affaire personnelle qui restera privée entre l'équipe et aucun autre commentaire ne sera fait. Or, cette information qui incrimine Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Verstappen, est entièrement fausse. En effet, c'est au virage 6 du dernier tour que le pilote a eu connaissance de la consigne. Max, si tu n'arrives pas à passer Fernando dans le virage 12, laisse Checo passer. Peut-on entendre au début du deuxième secteur du tour. Les consignes ont ensuite été répétées lors de la montée vers la ligne droite. Lambiase semble donc être volontairement placé en fautif, là où il a en réalité été parfaitement informé, il a parfaitement informé son pilote. Bien que jetant Lambiase en pâture aux spectateurs avec son communiqué, ce qui risque de retomber sur l'ingénieur, Red Bull en profite aussi pour dénoncer à juste titre les comportements inacceptables des fans en ligne, qui se sont attaqués à Verstappen et à Perez. Les événements qui ont suivi du point de vue des réseaux sociaux sont totalement inacceptables. Le comportement abusif en ligne envers Max, Checo, l'équipe et leurs familles respectives est choquant et triste. Et malheureusement, c'est quelque chose que nous, en tant que sport, nous devons subir avec une régularité déprimante. Il n'y a pas de place pour ça dans la course ou dans la société dans son ensemble, et nous devons faire et être meilleurs. Au bout du compte, il s'agit d'un sport, nous sommes ici pour courir. Les menaces de mort, le courrier haineux, le vitriol envers les membres de la famille élargie sont déplorables. Le vitriol ? Nous valorisons l'inclusion et voulons un espace sûr pour que chacun puisse travailler et profiter de notre sport. Les abus doivent cesser. Menteur, Red Bull. Les mecs, ils jettent en pâture l'ingénieur. Ils le traînent dans la boue, littéralement, alors qu'il a fait ce qu'il fallait, l'ingénieur de Verstappen. Bande d'enfoirés, va. Pourriture. Ouais, vous pouvez dire que je suis toxique, je m'en fous. Vous méritez, enfoiré, va. Alors, c'est vrai que s'attaquer aux familles, c'est complètement débile. Mais s'attaquer à la structure Red Bull et au comportement du pilote, je vois pas en quoi c'est un problème, en fait. Ils sont loin d'être irréprochables, cette équipe. Allez, ciao. Vettel, cette voix dans la tête qui l'a poussé à la retraite. Oula, tu entends des voix, Sébastien, ça va pas trop, là, Qu'est-ce qui t'arrive? Faut consulter, Je pense que j'ai ressenti un grand soulagement, parce que la décision était très importante, et change la vie pour moi. C'était dans ma tête, ça grandissait en moi depuis très longtemps. Il y avait beaucoup de conversations avec ma femme et avec moi-même, pour essayer de comprendre cette voix, qui s'insinuait me donnait l'idée qu'il était temps de passer à autre chose. Mais au départ, je l'ai repoussé. Elle a cessé de grandir, ce qui était déroutant au début, puis un progrès, je dirais. Une fois que la décision a été prise, et que c'était sorti, alors c'était un grand soulagement. Je pense que j'ai pu profiter davantage du temps passé dans la voiture, parce que je n'avais plus ces pensées. Et je me demandais plus si j'allais le faire ou pas. Et oui, Sébastien Vettel qui entend des voix, tout va bien. Complètement fou ce pilote. Je pense qu'au début, ça pousse en vous. C'est un peu déroutant, parce que je n'avais jamais eu ce sentiment auparavant. Bon, c'est de la redite, là. Ça fait quelques années que ces premières pensées ont surgi après le passage de Ferrari à Aston Martin. C'est la première fois que nous avons vraiment pensé qu'il était temps d'arrêter ou de signer mon contrat, mon dernier contrat. Il restait 1 à 2, 3 ou 4 années, mais c'était ma dernière période en F1. Depuis, j'ai eu beaucoup de pensées et cette voie n'a fait que grandir. Je suis assez analytique et donc j'ai essayé de tout démonter autant que possible et de tout remettre en place. Ça a pris pas mal de temps, mais d'un autre côté, c'est aussi une très grande décision. Je suis heureux d'avoir eu ces 2 années. Il s'inquiète pas au sujet d'un possible manque de la F1. J'y ai réfléchi pendant longtemps et j'essaie d'envisager, sous tous les angles, d'imaginer toutes sortes de scénarios à l'avance. Mais si le temps me dira que comment je m'en sortirai. Mais je suis sûr que la vie continue, donc je vais me débrouiller. Ouais, bon, il entend des voix. Ah, ok.
Et il devient fou allié, Sébastien Vettel. Trop de Formule 1. Il l'a rendu taré. Bon, allez, qu'il profite bien de sa dernière course en carrière. Hein. Ciao, ciao. Une victoire pour Mercedes qui vaut autant que des titres mondiaux. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Donc c'est Mike Elliott. Tout d'abord, je suis fier de ce que l'équipe a réalisé pour aller d'où nous étions à Bahreïn, où nous étions loin, à se battre pour des victoires en course comme nous le faisons maintenant et à revenir à la maison avec un doublé. Je pense que c'est juste incroyable. Je pense que George a piloté magnifiquement. Il a vraiment contrôlé pour gagner la course. Lewis est parti de la 8ème place dans le sprint. Il a eu un problème qu'il a eu avec Max au début de la course et il est arrivé en 2ème place, c'est fantastique. Je pense que lorsque vous avez une saison comme celle-ci, d'une certaine manière, cette victoire est presque la même que des victoires au championnat que nous avons eu dans le passé. Je pourrais pas être plus fier de ce que l'équipe a réalisé. Bah, surtout que c'est un doublé, c'est même pas une victoire seule, quoi. Qui aurait cru que Mercedes ferait un doublé cette saison tellement c'était mal parti. Je pense que nous avons beaucoup de chance, je pense qu'avec une collision comme celle-là, vous pouvez faire beaucoup de dégâts à la voiture. Il y a eu des dégâts, mais ils n'étaient pas énormes. En termes de performance aérodynamique, ce n'était pas quelque chose qui allait vraiment perturber la performance de Lewis. Je pense que le fait qu'il ait été capable de se frayer un chemin à travers le peloton et de se mettre en 2ème place montre non seulement à quel point Lewis est un bon pilote, mais aussi que la voiture n'a pas été énormément endommagée. Bah oui, c'est sûr, hein, s'il avait été endommagé, il n'aurait jamais fait P2, je pense. Elle est solide, la Mercedes, c'est un tank. Désormais, Mercedes va aller chercher Ferrari pour la 2ème place du championnat. Sur le papier, c'est probablement un circuit qui ne nous convient pas aussi bien. Mais je pense que si vous regardez les résultats que nous avons obtenus ce week-end, nous espérons le meilleur. Ferrari a 19 points d'avance sur nous, et nous aimerions les battre pour la 2ème place au championnat. Nous aimerions aussi avoir une victoire en poche. Une victoire pour Lewis serait fantastique, on croise les doigts. Ouais, c'est vrai que... Alors, moi je me pose la question, si Russell est en tête, est-ce qu'ils vont dire, ce serait sympa que tu laisses passer Lewis, parce qu'il aimerait gagner aussi. Je sais pas si ça va jouer comme ça en vrai. Ce serait cool de leur part de faire ça, mais bon, en même temps, Russell il fait sa course aussi, donc il a pas laissé passer Hamilton. Je sais pas. Ou alors Hamilton sera en tête devant Russell, et puis voilà, il n'y aura même pas débat, quoi. On verra ça, déjà, faut que Mercedes soit en tête, c'est pas gagné, parce que Red Bull ils vont se réveiller, je pense, à Abu Dhabi. Et Ferrari, bon, à mon avis, ils seront pas mal aussi. Mieux qu'au Brésil. On verra ça va être intéressant, ciao. Coulthard, quelque chose a forcément changé chez Ricciardo. Le vrai Daniel était bien plus performant en Formule 1. Oui, mais alors quoi du coup? Il a perdu son talent? C'est pas comme s'il allait me demander mon avis, mais je lui dirais, reprenons là où tu en étais. Comment viviez-tu à ce moment-là? Qu'avais-tu en tête? Peut-être qu'il est devenu plus concentré sur son commerce de vin, ou bien qu'il passe du temps aux États-Unis ou quoi que ce soit. Mais quelque chose a forcément changé, pour qu'il ne soit plus capable de reproduire les perfs d'avant. Je pense qu'il a besoin de prendre du recul, de faire le point, et de redécouvrir ce qui faisait que ça marchait pour lui durant la première partie de sa carrière en Formule 1. Il est encore suffisamment jeune et assez en forme pour retrouver sa place. Coulthard dit être un grand fan de l'Australien, comme tout le monde, mais il rappelle que la Formule 1 n'est pas un sport où les sentiments ont beaucoup de place. Oui, effectivement, les performances ont beaucoup de place, pas les sentiments. C'était bien sûr douloureux pour nous tous de voir ces difficultés chez McLaren. Daniel était l'un des pilotes les plus excitants à regarder, l'un des derniers capables de freiner aussi tard et de réaliser certains dépassements exceptionnels. Après avoir quitté Red Bull avec qui il a remporté des grands prix, il n'a pas obtenu de grands résultats chez Renault. Il a certes gagné avec McLaren à Monza devant Lando, mais il n'a pas constamment amené des résultats comme il en avait l'habitude autrefois. Ses performances en comparaison de celles de Norris ne mentent pas. Peu importe que l'affection que nous portons tous à Daniel, il est clairement l'un des favoris chez les fans. Mais c'est un sport où tout dépend du chronomètre, pas de votre personnalité. C'est bien d'être une personne sympathique, mais à condition d'être performant, et ce qu'il a fait n'a pas suffi pour rester en F1. Espérons pour lui qu'il se ressaisisse, qu'il revienne et qu'il se montre comme le vrai Daniel, dont nous sommes tous tombés amoureux. Celui qui était un pilote performant, au franc-parler, au grand sourire, j'espère le revoir en F1. Tu le reverras en tant que pilote de réserve, soit chez Mercedes, soit chez Red Bull. Donc voilà, merci. Maintenant, on le revoit en titulaire, je pense pas. Je pense sincèrement que c'est sa dernière course à Abu Dhabi, à Ricciardo. Alors à moins qu'il fasse l'année prochaine un remplacement d'un pilote, d'ailleurs pas forcément Mercedes ou autre, ça pourrait très bien être un pilote... Regardez De Vries, il a été prêté à tellement d'écuries, quoi. Bon, à voir, ciao. Alors Steiner explique comment il a testé la motivation de Hülkenberg, je ne lui parlais plus, juste pour voir comment il réagissait. Oh, le mec, hein. Vous ne perdez pas votre talent au fil des années. Allez dire ça Ricciardo, du coup... Évidemment, avec l'âge, vous devenez plus lent parce que tout ralentit, mais je pense pour autant que tant que vous restez en forme, il est en forme, tout ira bien. Je m'inquiète pas pour ça. C'était plus une question de mental pour moi. Est-ce qu'il veut vraiment faire ça ou pas? Se réinvestir dans un sport très exigeant, 24 courses, c'était la seule préoccupation, mais oui, elle était assez importante. À quel point Nico voulait-il cela? Après, ça reste la F1, quoi. Hein. Ils savent très bien, tous ces pilotes, que c'est le pinacle du sport auto. Donc pour le savoir, Steiner a laissé le statut du baquet inconnu aussi longtemps qu'il pouvait, testant efficacement la motivation de Hülkenberg. Il n'arrêtait pas d'appeler. Oh oui, Jesus Christ. Il me poursuivait beaucoup.
Ils ont joué le jeu, lui et son avocat, et j'ai cessé de prendre tous les appels, mais c'est exactement la réaction que je voulais voir. Voir sa motivation. Non mais, c'est un peu bâtard de faire ça, parce que du coup, s'il était pas signé, bah, il appelait pour avoir une réponse. Peut-être qu'il visait d'autres baquets dans d'autres catégories aussi. Franchement, Steiner, il joue au con, lui, des fois. Hein. Je lui ai parlé pendant longtemps, puis peut-être que je ne parlais plus juste pour voir comment il réagissait. Avec certaines personnes, quand vous voulez quelque chose, vous vous défoncez, puis vous perdez tout intérêt. C'est un truc de psychologie. Mais il a toujours continué à pousser, à demander. J'ai laissé ce baquet vacant exprès pour voir, et il revenait toujours vers moi. Que se passe-t-il? Avec tout ça, il ne croyait pas que ça pourrait arriver. Jusqu'à il y a quelques jours, je pense qu'il n'y croyait plus. Mais quel bâtard, mais franchement, c'est un enfoiré de faire ça, quoi. Il le laisse espérer, et puis après, il lui parle plus. Mais qui fait ça, quoi, en fait? C'est un vrai bâtard, hein. J'ai juste l'impression qu'il veut courir, il le veut vraiment. Ensuite, la prochaine chose est de voir pendant combien de temps vous le voulez. Bon, bref, selon Steiner, Hülkenberg apportera un bon pic d'expérience, mais aussi de stabilité sur ses propres performances en poussant Kevin Magnussen. Et oui, ils vont se rentrer dedans, les deux. Ils vont se clasher. Je ne sais pas à quel niveau il se situe, mais il repoussera les limites et je pense qu'il a assez faim pour montrer ce qu'il peut faire, ce qui est également bon pour Kevin. C'est ce qu'il apportera à quel point il est meilleur que Kevin ou non. Nous le saurons pas tant que nous l'avons pas mis dans la voiture. Bah oui, mais enfin bon, Mick Schumacher, ces dernières courses, il a devancé régulièrement. Bon, pas tout le temps. C'est vrai qu'au Brésil, Magnussen était globalement devant quand même, d'où sa pole d'ailleurs. Mais ouais, certaines courses avant, il était quand même devant Mick. Donc Mick, je sais pas où il va aller. En vrai, pilote de réserve sûrement. Bon voilà, Steiner le manipulateur. Ça rime en plus. Allez, ciao. Alors, c'est officiel, le secret de Polichinelle est levé. Enfin, c'est pas trop tôt. Hein. 6h30 du mat. Mais non, ils ont été très matinaux chez As. Bon, en même temps, il y a un décalage horaire avec Abu Dhabi. Hülkenberg est officialisé chez As pour 2023. Exit donc Mick Schumacher. Pour lui, donc, ça devrait se transformer, comme ils disent, en un poste de réserviste. Mercedes pourrait être la destination de choix pour le pilote allemand, Toto Wolff ayant assuré qu'il serait ravi d'aider. Alors Gunther, je suis naturellement très heureux d'accueillir à nouveau Hülkenberg dans un rôle de pilote à temps plein. L'expérience et la base de connaissances que Nico apporte à l'équipe sont évidentes, avec près de 200 départs en Formule 1, et une réputation de pilote solide et fiable. Ce sont des attributs qui, combinés à l'expérience de Magnussen, nous donnent une équipe de pilotes très crédible et bien aguerris, qui selon nous, aidera à faire progresser l'équipe sur la grille de départ. C'est évidemment l'objectif, et c'est cette ambition qui a incité le retour de Nico en Formule 1. Il partage notre vision et va être un acteur clé avec le reste de l'équipe pour construire des fondations qu'on a posées cette année avec le retour dans la bataille pour les points. Je suis très heureux d'occuper un baquet de course à plein temps avec As, ajoute Hülkenberg. J'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment quitté la F1. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de faire ça à nouveau, c'est ce que j'aime le plus, et je tiens à remercier Gene, As et Gunther pour leur confiance. Nous avons du travail devant nous pour pouvoir rivaliser avec toutes les autres équipes du milieu de peloton. J'ai hâte de rejoindre à nouveau cette bataille. Il commencera à travailler pour As donc mardi 22 novembre. En participant au test de fin de saison organisé à Abu Dhabi, Hülkenberg pilotant la VF22 de cette saison aux côtés des pilotes d'essai Pietro Fittipaldi. Bon bah voilà, comme ça il va pouvoir donner ses premières impressions sur la voiture, ce qu'il veut améliorer, etc. Je tiens à remercier Mick pour sa contribution à l'équipe au cours des 2 dernières saisons. Le pédigré de Mick dans les catégories juniors était bien connu. Il a continué à grandir et à se développer en tant que pilote de réserve, en tant que pilote pendant son temps avec As, pas de réserve du coup, culminant avec ses premiers succès en Formule 1, avec des points plutôt cette saison, tout en choisissant d'aller dans des directions différentes pour l'avenir. Toute l'équipe souhaite bonne chance à Mick pour la suite de sa carrière. Donc avant ça, évidemment, il avait communiqué qu'il quitterait As. Ce sera ma dernière course avec As, je ne veux pas cacher le fait que je suis très déçu de la décision de ne pas renouveler mon contrat néanmoins. Je tiens à les remercier, et remercier Ferrari aussi, de m'avoir donné cette opportunité. Ces années passées ensemble m'ont permis de mûrir techniquement et personnellement. Et surtout, quand les choses sont devenues difficiles, j'ai réalisé à quel point j'aime ce sport. C'était parfois un chemin bosselé, mais je me suis régulièrement amélioré. J'ai beaucoup appris, et je sais maintenant avec certitude que je mérite une place en F1. Le sujet est tout sauf clos pour moi. Les revers ne font que vous rendre plus fort. Mon feu brûle toujours pour la F1, et je me battrai dur pour revenir sur la grille de départ. Ouais, alors c'est bien de se battre, mais est-ce qu'il arrivera à choper un baquet en 2024 ? On rappelle qu'il y a Ricciardo aussi qui veut revenir en 2024, donc attention les gars, il n'y aura pas de place pour vous deux. Hein. Il va falloir se battre là. Bon, et ben voilà, Hülkenberg le retour chez As, incroyable. Ils ont mis le temps pour l'annoncer, hein, mais bon, on savait tous que ça serait lui quoi. Ciao. Pedro de la Rosa évoque le comportement de Verstappen. Personne ne voudra travailler avec lui s'il continue comme ça, à se comporter comme un con. Alors, bon, je vous passe toute l'intro qui nous résume ce qui s'est passé au Brésil avec Pérez, etc. Il n'a pas voulu le laisser passer, etc. pour une 6ème place. De la Rosa a donc déclaré: je pense que c'est à l'équipe de lui faire comprendre pourquoi il est dans l'erreur. Il doit comprendre parce que c'est très important s'il veut avoir un coéquipier loyal comme il l'a eu avec Checo.
personne ne va vouloir travailler pour lui, avec lui, s'ils savent qu'il va leur rendre la monnaie de leurs pièces comme ça. Depuis, Verstappen a assuré qu'il aiderait Perez à Abu Dhabi si besoin, mais le double champion du monde pourrait signer un nouveau record s'il décrochait une 15e victoire cette saison. Eh ben oui, parce que du coup, il n'a pas gagné au Brésil. Et incroyable, la série s'arrête pour Max Verstappen. Est-ce que la série va aussi s'arrêter à Abu Dhabi? Ça serait drôle qu'il n'arrive pas non plus à gagner là-bas. Donc voilà, ce qui va aider Perez à Abu Dhabi, bon, moi je pense que, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il sera devant Perez de toute façon, en termes de perfo, donc comment il pourrait l'aider dans ce cas-là? Bonne question. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors, McLaren va arborer une belle livrée à Abu Dhabi, une livrée spéciale, incroyable. Ouh. Avec la marque Views, partenaire officiel de BAT. Alors, BAT, c'est British American Tobacco, je crois. On dévoilait aujourd'hui. Alors, Views, c'est cigarette électronique, il me semble. Une livrée spécialement conçue par l'artiste libanaise Anna Tangles, alors que la compagnie Driven by Change revient pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le design de la livrée reprend le style linéaire et caractéristique d'Anna, infusé dans les couleurs papaye et bleu de McLaren. Le design célèbre le pouvoir illimité de la créativité et a été inspiré. Ça veut absolument rien dire. Cette phrase, c'est magnifique. Mauvaise traduction là. Anna s'efforce de donner les moyens aux artistes de tous horizons, de ne pas avoir de limite à leur propre créativité. Elle souhaite rendre l'art accessible à tous en soutenant sa communauté créative locale. Ok, très bien. Bon, voilà les photos quoi. Eh ben, c'est pas mal. En vrai, ça va, ça rend plutôt bien, je trouve. Vous en pensez quoi cette nouvelle livrée de McLaren? Lui, c'est les spécialistes du changement de livrée, cette saison, incroyable quoi. Allez, je vous laisse commenter. Alonso accusé d'avoir délibérément saboté une qualif. Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Alonso a été entraîné dans la controverse sur les qualifs en F1 soulevés directement par Verstappen. Alors, de quel qualif il s'agit? Melbourne? Bon, alors Verstappen, ok. Perez, ok. Je passe tout ça. L'incident de Perez n'est pas le seul accident. Alex Albon étant furieux contre Alonso lors du week-end d'Azerbaïdjan, le pilote alpine était en sécurité dans la queue de la Bakou avant de ralentir et d'aller directement à l'échappatoire au virage 15. Ce qui a ruiné la dernière tentative d'Albon. Ok. Lors d'un entretien avec F1 TV, Julian Palmer a inclus l'erreur d'Alonso parmi d'autres exemples de pilotes qui, selon lui, commettent délibérément des erreurs à leur avantage. Il y a aussi un point d'intégration ici. Les pilotes devraient-ils perdre leur temps au tour pour avoir provoqué des drapeaux rouges ou même des drapeaux jaunes lors des qualifs? Nous l'avons vu à plusieurs reprises maintenant. Il est toujours difficile de prouver à 100% que quelqu'un a fait sortir un drapeau rouge ou jaune exprès, car on ne peut jamais connaître l'état d'esprit. Alors, l'extrait en question, le voici. Oh là, ouais, Fernando, c'est quoi ça? C'est très bizarre ce que tu nous as fait là, Fernando. Il s'est garé, Fernando, voilà, il en avait marre. Il s'est dit, vas-y, j'arrête, c'est bon, on arrête les qualifs. Les gens font des erreurs, les gens font même des erreurs vraiment mauvaises et stupides dans la voiture. Rosberg, de retour à Monaco, en 2014, ça semblait délibéré, passant par l'échappatoire et remportant la pole position. Encore une fois, c'est difficile à prouver. Il s'en est tiré. On a aussi vu Fernando Alonso à Bakou cette année sortir un drapeau jaune. Encore une fois, il m'a semblé qu'il l'a fait délibérément, mais il s'en est tiré. Il y a aussi d'autres cas. Charles Leclerc, par exemple, à Monaco l'année dernière, a chuté depuis la pole position et a privé tout le monde de la possibilité de le battre. Malheureusement, pour Leclerc, ce jour-là, ça signifiait qu'il ne pouvait pas prendre le départ car les dégâts étaient trop importants. Ça, c'est ballot. Mais c'était un autre cas où un pilote a sauté un drapeau rouge et au moins à court terme en a profité. Ouais, alors moi je serais d'accord pour pénaliser effectivement les pilotes qui provoquent ce genre de drapeau jaune ou drapeau rouge. À la limite, on fait une règle, tu pénalises les pilotes qui font ça dans les 6 ou 7 dernières minutes des qualifs. Donc sinon, tu pénalises pas en fait. Que ce soit Q1, Q2 ou Q3 d'ailleurs. Ou à la limite les 5 dernières minutes. Comme ça, voilà. Ça fait un truc assez précis. Ouais, je serais pour. Je serais pour parce que c'est un peu facile, je trouve. Et il y a des pilotes qui s'en sont tirés qui n'auraient pas dû s'en tirer, selon moi. Bon, sur ce, je vous laisse commenter. Et Vettel parle ouvertement des discussions avec Lauda, l'opportunité était là avec Mercedes. Dans le podcast Beyond the Grid, le pilote allemand est franc à propos des discussions qu'il a eues avec Niki Lauda. Ah oui, il a fait signer chez Mercedes du coup. Un passage chez Mercedes n'est pas non plus d'actualité. Vettel a annoncé plus tôt cette année que la saison 2022 serait sa dernière. Ça ok. Il était interrogé donc par Beyond the Grid pour savoir s'il y avait une chance qu'il travaille avec Hamilton chez Mercedes. Je sais pas, peut-être que oui. J'ai parlé avec Niki, mais ça aurait été une grosse affaire parce que Lewis était en quelque sorte leur numéro 1. Et je suis pas sûr qu'ils auraient voulu de 2 numéros 1 dans l'équipe. Bah, vu ce qui s'est passé avec Rosberg, effectivement, bon. Après, ça aurait pu être intéressant. L'Allemand a poursuivi en disant que ça aurait été un grand défi de conduire au côté d'Hamilton. Je pense que ça m'aurait plu. Mais ça ne devrait pas se faire. Non, ça ne devait pas se faire. À cette époque, je me concentrais sur la victoire avec Ferrari.
C'était mon objectif. Je ne voulais pas changer d'équipe et gagner avec Mercedes. En dehors de la victoire que j'aime vraiment, gagner avec Ferrari était le grand objectif. Et ça ne s'est tout simplement pas produit. Voilà, donc, alors, il parle de quelle époque? Je pense qu'il parle de la transition après Rosberg chez Mercedes, éventuellement pour 2017. Éventuellement, hein, je pense, c'est de ça qu'il parle. Donc au lieu de Bottas, on aurait eu Vettel chez Mercedes. Ah bah ça aurait pas arrangé Hamilton, mais bon, ça aurait été intéressant pour les fans de F1, c'est clair. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Verstappen a atteint tous ses buts en F1 et aurait accepté de perdre à Abu Dhabi. Oui, bah, encore une fois, c'est facile de dire ça, quoi. Maintenant que tu as gagné le championnat à Abu Dhabi. Avec les années, on mûrit beaucoup, mais je pense que les bases restent les mêmes. Cette volonté de gagner reste, mais lorsque vous gagnez un championnat, rien ne change. J'ai atteint et réussi tout ce que je voulais en Formule 1. Alors, si c'est ça, si tu as atteint et réussi tout ce que tu voulais faire en Formule 1, eh bien écoute, Max, on ne te retient pas, hein. Tu peux y aller maintenant. Mais maintenant, je vais essayer de le faire encore et encore et encore, aussi longtemps que possible. Ah non, non Max, c'est pas beau ça. Imaginez Max Verstappen est encore en Formule 1 à 42 ans, comme Alonso. Oh là là, quelle horreur. Mon Dieu. Parce que vous ne savez jamais combien de temps votre voiture va être compétitive ou combien de temps vous allez être là. Verstappen a ainsi sans doute changé l'an dernier à Abu Dhabi en remportant les titres avant le crash de Latifi. Hamilton se dirigeait pourtant vers un titre. Sans ces événements incongrus, Verstappen aura-t-il été déchiré et longuement abattu? Oui, je me disais que ça pourrait ne pas m'arriver à 10 tours de la fin, ça semblait être pour Lewis et j'ai accepté. Mais j'ai continué à pousser jusqu'à la fin car vous savez, il faut passer la ligne. Et même si ça n'avait pas marché, ça aurait été quand même une belle saison. Incroyable. C'était très émouvant, beaucoup de choses me reviennent en mémoire depuis toutes ces années. Je suis pas vraiment un gars émotif, mais mon tour de piste après l'arrivée était assez émouvant. Et mon père m'a dit, oui, nous l'avons fait. Pour continuer à grandir et à mûrir, Verstappen continue-t-il de s'inspirer d'autres pilotes et champions avant lui? A-t-il même eu des idoles par le passé, comme par exemple Ocon, qui avait couvert ses murs, j'allais dire, de posters de Schumacher? Oh là là, ce fanboy Esteban. Je n'ai jamais vraiment eu quelqu'un que j'admirais, du genre je veux vraiment être comme ce type ou un autre. Je voulais juste être moi-même. C'est ce qui marche le mieux. Oh là là, quel rabat-joie. C'est se demander s'il était vraiment fan de F1 dans sa jeunesse. Hein. Enfin, vous me direz, il a commencé tellement jeune au final. Sa jeunesse, c'était 13 ans, quoi. Si vous commencez à copier les gens, vous ne pouvez être qu'aussi bon qu'eux, vous ne pouvez pas être meilleur. Oh, oh la phrase de merde. Oh non, je suis pas d'accord. N'importe quoi, là. C'est quoi cette phrase? Bah, justement, tu peux t'inspirer des meilleurs pour être encore plus meilleur qu'eux. Non, là, Max, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis. N'importe quoi. Donc, en gros, Max n'a jamais eu d'idole. Voilà, il s'est fait tout seul. C'est le boss ultime, quoi. C'est Super Max, quoi. Quelle arrogance, encore une fois. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Ciao. Alors, un autre qui va faire ses adieux avec Mick Schumacher, sûrement, à la F1. Bon, en tout cas, lui, c'est sûr. Normalement, Vettel se prépare un week-end très émouvant pour son dernier Grand Prix de Formule 1. Alors, attention, hein. Peut-être que... Moi, je pense, honnêtement, que Vettel, on va le revoir. Mais pas dans 1 an ou 2, peut-être dans 3 ans, quand il y aura Audi, quoi. Il s'agira bien sûr d'un week-end très émouvant, alors que je m'apprête à disputer le dernier Grand Prix de ma carrière. Je suis sûr que de nombreux souvenirs des 15 dernières années me viendront durant la course. Je tiens à profiter au maximum de l'expérience avec l'équipe et tous ceux que j'ai rencontrés durant mon parcours. J'ai vécu 2 années fantastiques chez Aston Martin avec beaucoup de moments amusants et d'excellents souvenirs. Je tiens à terminer sur une bonne note. On fera de notre mieux pour aller chercher un bon résultat sur le circuit où je décrochais mon premier titre il y a 12 ans. Bon, après, c'est Stroll, du coup, je vous avoue que flamme. Lui, concentrons-nous sur Vettel, hein, parce que c'est quand même sa dernière course en carrière. Donc franchement, j'espère que la F1 va lui rendre un bel hommage. Parce qu'il est quand même là depuis 2007 au final, avec ses débuts chez BMW. Puis en 2008 chez Toro Rosso officiellement, donc pilote chez Toro Rosso, avec sa première victoire à Monza. Donc écoutez, Vettel, grand pilote de F1 quand même. Hein. Il aura marqué la discipline. Voilà, je vous laisse commenter. Alonso va dire adieu, un adieu définitif à Stone. Au groupe Renault, j'ai aimé courir pour Alpine. Après avoir bien défoncé l'équipe, notamment au Brésil. Bon alors, c'est sous forme de questions-réponses. Ce fut une course excitante au Brésil. Nous n'étions pas sur la même stratégie que les voitures qui nous entouraient sur la grille, car nous avions prévu d'effectuer 3 arrêts. La voiture de sécurité a un peu rabattu les cartes, tant c'est si bien que nous avons eu des pneus plus frais à la fin. Le rythme de la voiture était bon et nous avons pu attaquer jusqu'au bout. Au final, ce fut un très bon week-end pour l'équipe. J'espère que nous pourrons à Abu Dhabi traverser un week-end plus calme et assurer la 4ème place du championnat. Bon, ça devrait aller, hein, vu l'avance. Donc il est heureux d'être reparti avec des points supplémentaires. J'ai aimé courir pour Alpine et faire mon retour à Enstone et Viry. J'ai de très bons souvenirs avec Renault et maintenant Alpine dans les deux usines. Et cette équipe aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Lorsque je suis revenu en Formule 1 début 2021, l'équipe m'a excellemment bien accueilli et m'a immédiatement mis à l'aise. Depuis, nous avons enchaîné des bons résultats. Le podium au Qatar a été un point culminant pour moi, d'autant que nous l'avions acquis au mérite.
Nous avons tous été confrontés à un ensemble de règlements totalement nouveaux pour 2022, et l'équipe a bien travaillé pour maîtriser ces changements, et des progrès ont été accomplis par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas la fin de mon aventure en Formule 1. J'ai un autre chapitre à commencer en 2023, mais je souhaite à l'équipe le meilleur pour la saison prochaine. Le meilleur souvenir pour Alonso depuis son retour. Je suis revenu après 2 ans loin de la F1, plus frais et plus expérimenté que je ne l'étais auparavant. Quand je repense à ces 2 années avec Alpine, je reconnais que ce podium au Qatar était un souvenir particulier. Oui, il a déjà dit, hein, tu te répètes, Fernando, c'est l'âge, hein. Nous méritons ce résultat ce week-end-là. Nous avions le rythme pour finir 3e. Nous n'avons pas décroché cette place par chance ou à cause des abandons des autres. Je n'étais pas non plus sûr de quand je serais en mesure de remonter sur le podium de F1. Ça l'a rendu plus spécial encore, tout comme le fait d'avoir partagé avec Hamilton et Verstappen, qui se battaient pour le championnat. J'espère que nous terminerons la saison en beauté et que ce week-end à Abu Dhabi sera aussi rangé au rayon des bons souvenirs. Là, cette langue de bois. Et au moins dans le problème avec Ocon, par exemple, il va gueuler dans la radio et insulter toute l'équipe dans la presse. J'ai hâte. Allez, ciao ciao. Et Mick Schumacher, impatient de disputer son dernier Grand Prix avec Haas, ou tout court d'ailleurs. C'est ça la question. Il a que 23 ans, n'empêche. S'il arrête déjà la F1, c'est terrible. Hein. Un aveu d'échec total. N'arrêtez jamais de croire en vous et prouvez qu'ils ont tort. La F1 est toute ma vie. J'en ai à chaque instant. Les leçons que vous apprenez en font partie. Et tout dépend de la manière dont vous les abordez. C'est ainsi que vous savez si vous êtes fait pour ce sport ou pas. Abu Dhabi a toujours été un circuit difficile pour nous, mais il n'est pas évident de savoir si ce sera à nouveau le cas avec cette voiture. J'ai en tout cas hâte de disputer cette course, elle est amusante. Et la faire sous le soleil couchant est toujours spectaculaire. Un endroit magnifique, simplement. Notre niveau de performance était incroyable en début d'année. Nous avons heureusement fait un grand pas en avant depuis l'année dernière. Et bien sûr, les choses se sont compliquées ensuite, mais la voiture est restée performante malgré l'absence de grandes évolutions. D'autres équipes ont amené sur de nombreuses courses et avaient donc une autre approche, mais je suis sûr que l'équipe a travaillé dur sur la voiture de l'année prochaine et qu'elle fera du bon travail. D'ailleurs, il y a une idée qui me vient, là, il devrait mettre une course sprint pour la dernière course à Abu Dhabi. Donc, attendez, c'est... ah oui, non, c'est Vegas en 2023. 10 digressions vite fait, là. Je regarde le calendrier 2023. Ouais, c'est le Brésil. Ouais, il mettrait une course sprint, donc ça c'est acté, je pense, vu la course 2022. Et une à Abu Dhabi, pourquoi pas, pour le final, si c'est très serré entre tous les pilotes. Ça pourrait faire des points en plus à marquer. Moi je dis pourquoi pas. Hein. Bon, ils mettront pas une course sprint à Vegas, ça m'étonnerait. Je reviens donc à Mick Schumacher. L'Allemand a ensuite pris le temps de remercier le personnel de Haas pour la saison écoulée, mais ça ressemble aussi à au revoir déguisé. Une grande aventure, j'ai apprécié chaque seconde et c'était super de travailler avec toutes ces personnes géniales. Certaines d'entre elles sont parties en cours de route, mais je suis reconnaissant pour les opportunités qu'elles m'ont offertes. Les fans ont été d'un soutien incroyable toute l'année. Vivement l'année prochaine. Ouais, bon, bah écoutez, je crois que la messe est dite pour Mick Schumacher chez Haas. Alors où est-ce qu'il va rebondir? Il est en négociation, semblerait-il, avec Alpine et Mercedes pour un poste de P3. Bon, Mercedes, il convoite aussi Ricciardo. Donc à mon avis, si Ricciardo n'est pas chez Mercedes en P3, ça sera Mick. Donc ça sera un retour de Schumacher chez Mercedes du coup. Incroyable. Mais en pilote de réserve. Bon, vous en pensez quoi de Mick ?